contribuer à la paix en agissant auprès des communautés. C'est le souhait de la coordination des associations pour la paix, l'entraide et le développement au Mali, CAPEDEM. Ses membres l'ont exprimé hier au chef du gouvernement. Les détails dès le début de cette édition. Dans ce journal, il sera également question des examens de fin d'année. Le ministère de l'Éducation nationale et celui en charge de la sécurité se donnent la main pour des examens crédibles. Mot d'ordre, rigueur et transparence du début à la fin. Nous sommes vendredi 15 juillet 2022. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le conseil de cabinet tenu hier autour de 3 dossiers portant sur des contrats de recherche et de partage de production de ressources pétrolières et gazières au Mali. Initiés par les autorités de la transition, ces dossiers visent à relancer la recherche dans ces secteurs. Écoutons le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'eau, Lamine Seydou Traoré. Il est au micro de Nouhoum Sissoko. Depuis l'éclatement de la crise en 2012, le Mali n'a signé aucun contrat de recherche. Pire, toutes les sociétés étrangères qui étaient au Mali se sont retirées en évoquant le cas de force majeure. Et en 2015, il y a eu une réforme de la loi pétrolière, mais cette réforme n'a pas suffi à attirer les investisseurs. Dans vraiment la perspective de relancer la recherche pétrolière au Mali, que le gouvernement de transition, à la suite de la rectification, a procédé à la relecture de la loi pétrolière et adapter les décrets d'application de la loi et le contrat type de partage. Tous ces deux décrets ont été adoptés en juin 2022. À la faveur justement de cette réforme de la loi, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, cette réforme commence à porter ses fruits parce que nous avons eu déjà 3 manifestations d'intérêt de 3 sociétés toutes maliennes, et ça c'est un bonheur. Ça veut dire que les retombées, lorsqu'on va découvrir, seront essentiellement maliennes. Il s'agissait pour nous aujourd'hui dans ce conseil des cabinets d'examiner et de faire en sorte que le contrat type de partage qui va être signé avec ces sociétés-là puisse permettre vraiment d'avoir, en cas de découverte de pétrole ou de gaz naturel ou d'hydrogène au Mali, que lorsqu'on va commencer l'exploitation, que le peuple malien et l'État du Mali puissent avoir les meilleures retombées possibles. Nous avons opté pour un contrat de partage de production qui accorde justement, conformément au décret type qui a été validé déjà en conseil des ministres, des facilités pour la recherche, parce qu'il faut faire des recherches. La première chose, c'est de dire que désormais, ces sociétés-là, lorsqu'elles vont commencer à exploiter soit le gaz ou le pétrole ou l'hydrogène au Mali, vont payer ce qu'on appelle une redevance ad valorem sur leur chiffre d'affaires. Le plafond exigé par la loi, c'est de 15%. Nous sommes parvenus à faire accepter à tous ces investisseurs que ce soit le montant, le taux plafond qui soit appliqué. En plus de cela, désormais, on n'est plus dans le cadre d'un contrat de concession, on est désormais dans un contrat de partage de production qui signifie que l'État, en plus d'avoir 20% gratuitement du chiffre d'affaires, en plus du fait que les sociétés vont payer 15% de leur chiffre d'affaires, devront, à partir du moment où ils ont une marge bénéficiaire, devront partager la production avec l'État. Et le taux de partage va de 20% pour l'État jusqu'à 40%. Je le disais tantôt, la coordination des associations pour la paix, l'entraide et le développement au Mali, CAPEDEM, a exprimé hier au Premier ministre Choguel Kokala Maïga sa volonté de contribuer à la paix en agissant auprès des communautés qu'elle représente. La coordination compte prochainement procéder au lancement de ces activités et sollicite la participation des autorités. On en sait plus avec Aloucéine Touré. La CAPEDEM est une organisation qui regroupe 21 structures communautaires, culturelles et de développement. Elle œuvre à la promotion de la paix et du vivre ensemble et pour ce faire, elle dispose de plusieurs instances de décision. Cette rencontre avec le chef du gouvernement vise d'abord à faire connaître l'organisation auprès des autorités, à proposer ensuite ses services dans le cadre de la recherche de la paix et l'instauration des bases d'un développement économique et social. La CAPEDEM est composée aujourd'hui de 21 associations fondatrices. L'association a pour objectif de contribuer à la restauration de la paix, de la cohésion sociale et à promouvoir l'entraide pour réussir le développement dans les différentes communautés du Mali, mutualiser les stratégies et les efforts de recherche de solutions au niveau des associations membres,
prévenir les situations de crise sécuritaire et sociale au niveau des communautés dans les meilleurs délais et, le cas échéant, y apporter des solutions appropriées, contribuer à la résolution des problèmes sécuritaires et sociaux de manière coordonnée, renforcer l'unité entre toutes les communautés du pays et favoriser les échanges culturels entre elles, accompagner l'État malien dans la mise en œuvre de son programme de cohésion sociale, de sécurisation, de protection des populations et de leurs biens. Nul besoin, Monsieur le Premier ministre, d'insister sur la dimension que les questions de sécurité aujourd'hui ne sont pas gérées que par les forces armées de sécurité et que la mobilisation des populations devient une dimension fondamentale pour assurer la pleine couverture de notre pays. Et donc la CAPEDEM se propose de jouer pleinement son rôle pour assurer cette interface et cette contribution des populations. Riche de plusieurs personnalités ayant fait leurs preuves au service du Mali, la CAPEDEM prodigue quelques conseils aux autorités. Je voudrais vous dire personnellement, et je suis sûr que je traduis le sentiment de mes compagnons, que vous avez fait du bon travail. Jusqu'à présent, la lutte que vous avez menée, c'est pour nous faire comprendre ce que nous devons faire, ce que le Mali doit faire pour se tenir debout. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de cette promesse qui reste à faire. La CAPEDEM, qui procédera au lancement de ses activités dans 2 mois, sollicite la participation active des autorités, lesquelles ont bien accueilli la démarche à l'image du Premier ministre. Ce dont notre pays a le plus besoin aujourd'hui, et qui ressort régulièrement des discours du président, c'est de pouvoir faire l'union sacrée des Maliens autour de l'essentiel. Beaucoup pensent que quand on parle d'union sacrée, c'est un accord entre les partis politiques, une sorte d'unanimité. Quand on entend le président parler d'union sacrée, certainement c'est au niveau de la société civile que cette union sacrée peut se faire plus facilement. Au niveau de la classe politique, il y aura toujours des débats, c'est la nature même du système multipartisan. Et dans cette union sacrée, je pense que vous avez un rôle important, sinon prépondérant à jouer. Je voudrais insister sur la nécessité pour nous, avec l'aide de tous les Maliens, notamment votre organisation, de dire aux Maliens et d'affirmer qu'en réalité, le retour de la paix passe forcément par la présence de l'État. Quelle que soit la bonne volonté des associations, des différentes organisations, aussi longtemps que l'État ne sera pas présent, n'aura pas joué son rôle régalien d'arbitre, de protecteur des citoyens, les bonnes volontés des associations ne pourront pas se concrétiser. Nous avons aussi les différentes réformes qui doivent survenir pendant la transition, qui vont connaître un processus accéléré pour redonner confiance à l'ensemble des acteurs politiques, que personne ne s'interroge plus sur la durée de la transition, étant donné que les questions qui nous opposaient par le passé sont aujourd'hui derrière nous. Dans cette marche forcée de l'histoire de notre pays, je pense que votre organisation aura un rôle éminent à jouer, j'allais dire un rôle central. Le chef du gouvernement a saisi l'occasion, comme de coutume, pour transmettre l'hommage du président de la transition aux populations maliennes pour leur résilience face aux restrictions imposées par nos voisins. Tous les Maliens, même ceux qui pour une raison d'accord n'étaient pas d'accord avec la démarche du gouvernement, se sont imposés un certain silence. Et donc, il nous revient, le président insiste là-dessus, qu'à chaque fois qu'on vous rencontre, vous et d'autres, de vous exprimer sa reconnaissance et celle du gouvernement. Parce que le dessein de la transition, en réalité, s'est joué pendant cette période d'embargo. Quant à l'invitation des autorités à participer au lancement de leur coordination, elle est tombée dans une oreille attentive car le Premier ministre a promis de transmettre l'invitation à qui de droit. Nous allons à présent à Gao pour parler de la nouvelle loi électorale. Les membres du Conseil national de transition viennent de tenir une session dans la cité des Askia. Les échanges ont porté sur les enjeux de la réforme électorale, les innovations contenues dans la nouvelle loi électorale, entre autres. Aliou Idrissa Maïga.
Les populations de la région de Gao ont effectué le déplacement pour répondre à l'appel du Conseil national de transition CNT. Objectif, prendre part à la session de vulgarisation de la nouvelle loi électorale promulguée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition. À la clôture de la session ordinaire du mois d'avril, le président du Conseil national de transition, dans son discours de clôture, avait affirmé qu'il enverrait sur le terrain la commission des lois pour restituer la loi électorale qui a été adoptée en son sein le 17, promulguée par le président de la transition le 24 juin. Voilà la raison pour laquelle le président a souhaité mettre sur le terrain la commission des lois pour venir au plus près des populations, vulgariser cette loi, recueillir leurs contributions pour qu'au cas où, après la réforme constitutionnelle, il y a de nouvelles modifications à apporter, nous puissions prendre en charge les autres insuffisances. Population de Gao, profitez bien de l'honorable président de la commission loi pour vraiment faire sienne cette loi électorale afin que les élections puissent se passer dans notre région et dans tout le Mali sans grande difficulté, sans conflit post-électoral. Les autorités administratives et coutumières, ainsi que les représentants des partis politiques et de la société civile, sont les participants à la session de Gao. Ils sont venus de tous les cercles de la région pour mieux appréhender la loi électorale. J'étais émerveillé par l'exposé que le CNT a fait pour trouver des solutions à notre pays. Le plus important pour nous, on est en train de débattre des propositions que le CNT a fait. On est en train de faire des recommandations. Pour moi, vraiment, ils ont trouvé des bonnes solutions. On parle du nouveau Mali et en parlant du nouveau Mali, il faut préparer des élections crédibles avec des organes de gestion crédibles. Ils nous ont parlé de l'organe de gestion unique qui a été prévu, des contours. Donc nous aussi, nous avons donné nos observations et nous pensons que ces observations seront prises en compte pour que le Mali puisse sortir de cette crise. Auparavant, la délégation du Conseil national de transition a rendu visite aux notabilités de la ville de Gao. Vous le savez déjà, le train spécial Autorail et la machine de balayage partis de Bamako mercredi ont sifflé hier dans la cité des rails après plusieurs années d'arrêt. La gare ferroviaire de Caille a été prise d'assaut par la population très joyeuse de revoir le train sur les rails. Voyons cela avec Kansotou Kanouté. Après le top départ du premier essai du train voyageur entre Bamako et Caille donné ce mercredi par la ministre des Transports et des Infrastructures Dambélé Madina Sissoko, la locomotive CC 2207 et la machine de balayage CC 2205 ont quitté la gare ferroviaire de Bamako à 8h45. Destination Caille, la cité des rails. Le CC 2207, qui est le train spécial Autorail, a fait escale dans toutes les grandes gares, à savoir Kati, Kita, Tukuto, Maïna, Djamou, et partout c'était l'euphorie. La machine de balayage qui avait pris le départ avant l'Autorail est rentrée en gare à 0h et à 2h50 du matin, le train spécial Autorail a fait son entrée en gare. Après plusieurs années d'attente, la population était soulagée. C'était des cris de joie un peu partout sur le quai de la gare ferroviaire de Caille. Nous avons cru en nos autorités. Et aujourd'hui, dans le processus de relance, et que le train puisse venir en essai aujourd'hui, est un espoir pour nous. Alors ce qui fait que aujourd'hui, voilà, nous disons que le train ne va pas rentrer sans que nous soyons là. Et c'est pourquoi nous sommes là pour accueillir les trains qui sifflent en gare de Caille. Caille Badjevate, Dundakli, Anibodakli. Un sentiment de fierté de voir toute cette population nous accueillir pour ce essai de train pour la relance du trafic voyageur. Donc vraiment, moi je suis très comblé avec toute mon équipe qui m'accompagne. Oui, le train va continuer parce que nous sommes dans un processus de relance. La relance de l'activité ferroviaire, c'est tout un processus pour essayer de les corriger. Il reste encore des travaux complémentaires que nous allons faire pour consolider tout ce qui a été fait jusqu'ici, en vue de reprendre le trafic cette fois-ci pour que ça ne s'arrête plus jamais. 492 km séparent Bamako de Caille. Les machinistes, les conducteurs sont très heureux de reprendre du service. Golé Aminata Koura Mariko a conduit le train de Bamako jusqu'à Caille. Nous sommes bien arrivés et dans les temps indiqués aussi.
Les mots me manquent pour exprimer ma joie, tellement que nous avons été bien accueillis par la population. Le train n'est pas seulement un moyen de transport, c'est aussi toute une économie qui gravite autour. C'est la plus grande joie de voir les populations tant exultées du fait de la reprise du trafic de train qui est pratiquement leur patrimoine, j'ai même dit exclusif, parce que la région de Caille et le train c'est une longue histoire. Donc c'est pratiquement un moyen qui est culturellement et prestigieusement adopté dans notre région. Cette relance du trafic ferroviaire phase essai fut une réussite puisqu'elle a été bien accueillie par les populations de cet axe reliant la capitale à la première région administrative du Mali. Rappelons que ce matin, sous une forte pluie, aux environs de 10 heures, le train spécial Autorail a pris le chemin de retour en présence des autorités administratives, politiques, des membres du CNT et la population. On en vient à l'autre titre de ce journal. Le ministère de l'Éducation nationale et celui en charge de la sécurité conjuguent leurs efforts pour la tenue d'examens sans fraude. La rigueur et la transparence du début à la fin sont les consignes données, nous dit Fademba Keita. L'année académique 2021-2022, pilotée par le gouvernement de la transition, aura été celle des innovations et des dispositions pour une année scolaire normale et des examens exempts de tout incident de fraude et de fuite minime. Qui dit examen dit une organisation efficace. Et pour ces raisons, nous mettons un système de sécurité tout autour du processus. Depuis la conception des sujets jusqu'à leur mise en enveloppe et à la constitution des confidentiels qui doivent aller à l'intérieur du pays, il y a tout un système de sécurité informatique et physique qui est mis en œuvre. Et quand les centres d'examen commencent à être opérationnels, là aussi, en collaboration avec le ministère de la Sécurité et de la Défense, nous mettons en œuvre un système de sécurisation composé d'agents de sécurité qui empêche à toute personne extérieure, à tout objet extérieur d'infiltrer les centres ou de faire sortir les contenus des différentes enveloppes. Le déjeuner de presse organisé avant les examens invitait tous les acteurs impliqués à la réussite des 10 examens. Il était aussi une mise en garde des semeurs éventuels de troubles mal intentionnés. C'est très important pour nous que vous, acteurs sociaux, acteurs techniques, hommes des médias, que vous puissiez nous accompagner dans le processus de moralisation de ces examens. Donc chacun peut jouer un rôle, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, chacun peut contribuer à juguler ce mal. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile prendra comme toujours toutes les dispositions afin de mettre hors état de nuire tous ceux qui vont enfreindre les dispositions préétablies. À l'occasion des examens scolaires qui ont eu lieu récemment, je fais référence au CAP, au DF, au BT, je peux affirmer que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a mis en œuvre tous les moyens humains et matériels pour assurer la plus grande sécurité et la meilleure transparence au bon déroulement des épreuves. Il y a eu un dispositif de sécurité assez robuste, composé des éléments de la police, des éléments de la gendarmerie nationale, de la garde nationale. Et s'agissant de quelques cas de fraude qui nous ont été rapportés, et les tentatives de troubles à l'ordre public, nos personnels sur le terrain ont aussitôt interpellé les auteurs et nous les avons présentés à la justice pour qu'ils soient sévèrement punis. La démarche est le vœu des candidats qui aspirent à des diplômes reflètent leurs efforts. Diplômes indispensables pour qu'ils soient des cadres compétents et utiles à l'émergence économique de leur pays. Je compte affronter ces examens avec mes efforts personnels. Je ne compte pas sur la fraude, ni les sujets qu'on peut recevoir avant d'entrer dans la salle ou qu'on nous traite les examens dans la salle de classe. Je préfère compter sur mes propres efforts
pour avoir le diplôme que je mérite. Parce que quand on compte sur la fraude, c'est une injustice envers les autres élèves. Car il y a d'autres élèves aussi qui n'auront pas accès à ce genre de choses. Banaliser les examens, c'est hypothéquer l'avenir du pays. Un pays émergent est une nation au cadre intègre bien formé. Le gouvernement de la transition veut que sortent pour toujours de nos établissements supérieurs, des établissements techniques et professionnels, des élites de la nation. Sauver l'école malienne, donner une éducation de qualité aux apprenants et enfin sécuriser les examens en minimisant la fraude, la fuite des vrais et faux sujets, c'est l'empreinte que le ministère de l'Éducation entend laisser. La pauvreté sur la sellette et la démographie au cœur des préoccupations mondiales. En filigrane, les objectifs du développement durable. Un débat à New York avec la présence de notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et la célébration en vue de la journée de la population. Indice de la pauvreté au Mali, c'est le sujet de la chronique Un jour, une formule avec Sori Ibrahima Keïta. Baromètre d'appréciation du développement humain, seul le changement du prisme est constant. La croissance économique était l'unique modèle de développement dans les années 70. 20 ans plus tard, la notion humaine s'y insère avec le premier rapport mondial sur le développement humain, une théorie et une approche qui intègrent à la fois les dimensions économiques, sociales et politiques du développement. Un processus qui élargit désormais pour les individus les champs des possibilités et renforce leurs capacités leur permettant de vivre longtemps et en bonne santé dans des conditions de vie décentes, avec garantie d'accès au savoir, de participation à la vie des communautés et à la prise de décision les concernant. Alors, selon qu'on remplisse ou non ces conditions, on devient riche ou pauvre. En parlant de pauvreté, il y a un certain nombre d'indicateurs, d'instruments pour mesurer ce phénomène-là. Au Mali, être pauvre, ça veut dire quoi? Toute personne qui dépense en dessous de 179 000 francs CFA environ. Ça, c'est la pauvreté monétaire, par an et par personne. Pour la pauvreté des conditions de vie, il faut que l'infrastructure existe. Il faut que l'école existe, il faut que la structure de santé existe, il faut que la commune ait accès à l'électricité par exemple, il faut que la commune dispose de marchés, de parcs de vaccination, d'aires d'abattage, etc. Selon les statistiques du dernier rapport national présenté hier aux États-Unis sur le sujet, plus de 9 400 000 sur 21 millions de Maliens sont pauvres. Il y a des aspects qui ne sont pas pris en compte dans ces indicateurs-là. Aussi problématiques que soient les critères de classification, ils ont tout de même permis d'éclairer la lanterne des gouvernements et autres partenaires techniques et financiers sur bien des dossiers d'envergure. Tout ce qui concerne les ciblages, aussi bien en termes d'intervention monétaire, en termes d'intervention de pauvreté des conditions de vie, qui est relative à l'accessibilité aux services sociaux de base, d'intervention alimentaire par exemple, mon département utilise les données pour pouvoir intervenir dans les localités pauvres et vulnérables au niveau du pays. N'est-ce pas? Parce que nous avons développé un outil à notre niveau qu'on appelle le profil socio-économique de l'ensemble des communes du Mali. Donc, à part le recensement général de la population et de l'habitat, c'est la seule enquête qui est exhaustive et représentative jusqu'au niveau de l'ensemble des communes du Mali. Donc, je pense que ça, c'est un véritable outil d'intervention et d'orientation des politiques en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités. L'indice de la pauvreté, on en sait un peu plus désormais. Reste à déterminer celui des partisans de moindres efforts, eux, facteurs évidents d'aggravation de la misère au Mali. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à tous.